Donc, on va d'abord recommencer par le commencement. On voulait un peu en savoir plus sur votre parcours de vie, tout simplement. Voilà, Corentin et Aubin, petits, c'était qui? C'était quoi vos Waouh, passions, donc votre univers. les racines, Voilà. quoi, vraiment aussi loin, ok. Vas-y, je t'en prie. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui laissait présager voilà, de ce que vous Du allez coup, devenir plus tard? Voilà. Par rapport à l'audiovisuel pour moi. Bien sûr, par rapport à la suite des événements. Ouais. T'as une réponse? Non? Bien sûr, je pense que de mon côté, à peu près sérieux, déjà c'est un podcast. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec le monde du podcast. Donc c'est des conversations qui sont enregistrées, capturées, et puis après qui sont livrées, écoutées par des gens en différé, contrairement à la radio. Et la particularité avec le nôtre, en Belgique et en francophonie, c'est que il est visuel, quoi. Il est filmé. Et c'est ça qui était intéressant. La racine de moi-même, c'est que j'ai toujours été... ma mère me disait l'autre jour que lorsqu'elle me prenait en photo, j'avais toujours un côté, je souriais à la caméra, etc. Donc je pense qu'il y a d'office des choses un peu de l'histoire des gens. J'ai fait du théâtre. J'ai beaucoup hésité à la fin de mes années de secondaire entre faire du théâtre et faire étudier la psychologie. Et je me souviens avoir eu des longues discussions avec mon daron et tout, en me demandant ok, vers où je vais balancer. Et ça s'est joué sur une pièce, quoi. Je m'étais dit ok, le sens, la profondeur, l'écoute des gens, la recherche de soi m'intéresse grandement. Et j'ai troqué ça pour la carrière d'acteur. Mais ça m'a parcouru et ça m'a tellement animé durant toutes mes années que je me suis dit, d'études, que je me suis dit, attends, mais ce serait cool de quand même coupler l'art du divertissement, la scène, aux conversations deep. Et c'est comme ça que l'idée du podcast m'est parvenue un peu. J'ai fait un peu un décours tellement rapide. Mais voilà, je te passe la parole. Merci. Direct. Merci. Ouais. Et ben moi, la vidéo, j'en ai un peu comme tous les youtubeurs disent sur leur chaîne YouTube. J'ai pris la caméra de maman et je suis allé faire des vidéos dans le jardin avec mes frères. Et ça a commencé, je pense que j'ai retrouvé sur un ordinateur chez moi des vidéos de moi à 8 ans, je pense, déjà derrière un logiciel de montage en train de filmer des fausses parodies de journal télévisé. Et puis après, il y a eu 7-8 ans où j'ai plus rien fait. Et puis après, j'ai repris en faisant des vidéos de skate et de trottinette à l'époque. Et des références de ça d'ailleurs dans les épisodes où il était là. Et ça m'a beaucoup appris parce que du coup, c'était la raison pour laquelle je sortais une caméra. Et à 15-16 ans, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, jeune, tu étais déjà avec ta caméra ouais, c'est dans ça. la rue, et je filmais mes potes qui... ton téléphone avec ton... Non, j'avais un petit appareil photo, un Canon, un 700D, pour dire à l'époque. Et je filmais mes potes qui se cassaient la gueule sur des marches en skate. Et c'est là que j'ai appris en fait, à utiliser les logiciels de montage. Ok, tu montais déjà tes vidéos. Ouais, je faisais tout. Bon, c'était nul, hein, clairement. Mais c'est là que ça m'a donné envie. Puis petit à petit, puis ça a été les films, les films de voyage, de Le Voyage de Reto et compagnie. Et puis ça a été de plus en plus. Et tu t'es fait engager par l'école pour filmer le voyage de Reto. Voilà, c'est ça. Et puis après des petits tafs. D'abord des after-movies de soirée, des photos de soirée. Et puis après là, c'est parti, quoi. Okay. C'est des clients. Et ça a influencé ton choix d'études. Je vais laisser la parole à Julie peut-être pour ce chapitre. Mais donc, voilà. Oui. Vas-y Julie. Mon micro fonctionne. Mais oui, donc moi c'était plus donc pour vous parler un peu de vos premières expériences. Donc vous avez fait vos études. Et ensuite, vous êtes entré un peu dans la vie active. Comment est-ce que vous avez réussi à avoir vos premières expériences? Est-ce que cette transition entre les études et la vie active s'est bien déroulée? Est-ce que comment s'est passé tout ça? C'est une question très valide. Moi, j'ai fait 5 ans de psycho à l'UCL, à Louvain-la-Neuve. Donc... quand on sort de psycho, c'est pas facile de trouver du travail directement. Je sais pas si vous connaissez ça, mais non, mais j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance dans le sens où
j'ai trouvé je m'entendais énormément avec le boss, le directeur de là où je voulais travailler en tant que psychologue. Je voulais aller à la rencontre d'un public précarisé, à l'image finalement des minorités et avoir le côté, ok, ils se sentent entendus, reconnus, représentés. Et puis à côté de ça, en même temps, avoir mon projet de podcast, quoi. Et donc du coup, finalement, tout se goupille bien parce que j'ai fini mes études en août 2020. En septembre, j'ai commencé à travailler en tant que psy. Et je me suis dit, mais attends, mais il faut que je continue à me lancer dans ce projet. Et j'en avais parlé depuis quelques mois. On avait eu pas mal de réunions avec Corentin sur ce projet de podcast. Et au début, tu charbonnes, quoi, tu vois. Tu as des semaines de travail et puis le soir, tu as tes réunions pour ton projet perso et tu veux te lancer, tu veux lui donner une chance. Et la transition, pour répondre à ta question, hein, je pense qu'elle se fait de manière beaucoup plus... Elle se fait par étapes. C'est pas en un coup. Ah, je vois Johan qui arrive là. Le producteur. Je pense qu'elle se fait par étapes et tout se fait, tout ce qui s'amène devant nous se fait par étapes. Tout se fait pas en un coup, quoi. Tu as une série de meetings avec des responsabilités, des directions de OK, où est-ce qu'on veut aller, et puis tu te fixes une série de dates butoirs pour y parvenir, quoi. Et c'est ça qui faisait que on fait. Je ne sais pas comment l'expliquer de manière très... Tu vois, ça peut être un peu délicat, mais je pense que c'est se fixer un objectif, une date pour pouvoir atteindre cet objectif, et puis différents paliers, différents escaliers, pour se dire, OK, on va faire comment ? Il y a ce problème qui se présente à nous, comment on va faire pour pallier à ça, quoi ? Ça peut être de la charte graphique, on a passé 4 mois... Très très longtemps, c'est ce qui nous a pris plus de temps, je pense. Vraiment, tout l'aspect créativité et comment, où est-ce qu'on va tourner, mais même pas où est-ce qu'on va tourner, mais comment, quelle lumière, quel cadrage, Et surtout, si vous saviez à quoi ressemblait le logo au début et vers où on se c'est dirigeait, c'est ridicule. On retrouvait dans nos sheets de réunion toutes les étapes par lesquelles on est passé. Comme moi, j'ai un esprit très je sais où ça doit aller, mais je dois absolument voir tous les possibles pour être sûr que c'était pas ça qu'on voulait. Alors que Corentin... Et il y en avait beaucoup des possibles. Et Corentin, lui, il était plutôt... Mais non, mais frérot, c'est ça que tu veux ? Enfin, c'est ça. Mais il a la patience de dire, OK, bon, on va toucher à tout. On va voir. Et j'ai la patience de t'écouter sur chacun des points. Toutes les différentes couleurs que je vais demander de ce shade, cette version de rose saumon, ainsi de suite, pour pouvoir atteindre... Donc, on a pris une énorme tangente pour répondre à ta question, Julie. Mais ça se fait à chaque fois par étapes. Est-ce que tu as un truc à rajouter, Corentin ? Par rapport à la question ou par rapport à ce que tu disais ? Mais donc, la question, c'était les études. Oui, c'est ça. Comment est-ce que tu as réussi à avoir tes premières expériences professionnelles après tes études Alors déjà, mes études, moi je viens d'une école qui était très classique où tous mes amis ont fait ingé civil, droit, médecine. Et moi j'ai eu de la chance que mes parents étaient très ouverts à faire des choses créatives. C'est même eux qui m'ont poussé à faire des études de cinéma. Je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie, mais je sentais que ça devait être là-dedans. Et donc du coup j'étais à la HELB à Bruxelles. C'est un bac professionnalisant en technique du cinéma en 3 ans, avec une spécialité en images. Et je ne suis jamais allé en cours pendant 3 ans, donc ça m'a mis 5 ans à faire ce bac. Et en fait, dès le début, vu que déjà en secondaire, je faisais déjà des projets, des chouettes, je suis arrivé à ma première année du coup en haute école. À la 2e semaine, j'étais déjà pas en cours, j'étais en Indonésie pour aller filmer des producteurs de noix de coco pour une boîte suédoise. Et donc évidemment, quand je reviens de ça, on m'a payé pendant 1 semaine pour aller dans des hôtels, pour aller filmer à l'autre bout du monde. Ça donne pas trop envie de revenir en cours après. Et donc j'y suis quand même un peu allé, voilà. Donc c'était un peu long et pénible. Mais tu démarchais tous ces contrats, etc. Toi-même, tu t'es dit, ok, je veux pas faire que étudier, je veux aussi. Ah oui. Ah oui, c'était pas. T'as démarché tes premiers contrats. Tout. Bah, en fait, j'ai eu la chance de commencer très tôt, et donc du coup, c'était très facile de juste dire, justement, filmer le voyage de Reto.
Bah, ce qui fait que, ça se trouve, il y a le parent d'un des élèves qui l'a vu, qui a dit « Ah, mais moi je fais une petite soirée, il ne faut pas venir photo » ou « Ah, machin fait une soirée, tu peux venir faire la vidéo ». Et donc moi au début, je dis « Ah oui, bien sûr, je le fais gratuit, il n'y a pas de souci, parce que j'avais 17 ans. Et donc du coup, j'ai très vite construit un portfolio, et c'est ça qui m'a aidé en fait à pas, comment dire, pas dépendre de mes études. Et en fait, ça allait très vite, très rapidement. Et au final, c'est les gens qui me contactaient. Mais sinon, ouais, c'était aller voir directement les gens, envoyer des messages, montrer déjà ce que je savais faire et dire « Ah, pourquoi pas, vous voulez pas ?» et compagnie. Et je voulais juste dire que du coup, la transition avec la vie active, ça a été... j'ai pas vraiment senti de transition vu que j'ai travaillé pendant toutes mes études. Et donc, en fait, c'était juste en mode « Enfin, j'ai plus de temps parce que j'ai plus mes études à faire, quoi. » Mais donc, en fait, l'aventure APPS, justement, on voulait savoir comment tout a commencé. Vous vous êtes rencontrés à la fin des études, c'est ça? Et donc, expliquez-nous un peu. On n'est pas clair sur quand on s'est rencontrés. On n'a pas la même date. Aubin a une date et moi j'ai une autre. C'est en gros, à peu près sérieux, ça m'est venu quand j'étais en dernière année d'études. Et donc j'étais dans l'urgence de pouvoir me dire, en fait, pour être tout à fait honnête, j'étais dans mes examens en Erasmus, en échange universitaire, et j'étais à Maastricht. Et tout doucement se profilait le moment de « Ok, je vais finir mes études ». Et je ne me vois pas être un psy conventionnel, quoi. Je ne me voyais vraiment pas être dans ce bureau et accueillir mes patients, mes bénéficiaires, etc. Et juste connaître ça de ma vie de jeune psy. Et j'en ai longuement parlé à mon père, qui est là d'ailleurs. Et je lui ai dit, mais c'est terrible, je ne me vois vraiment pas faire que ça, quoi. Et on touille, on discute. Et je lui disais, mais j'adorerais retrouver le côté scénique qui m'a manqué pendant ces années d'études, quoi. Et j'ai fait différents projets, j'ai fait un peu de théâtre, j'ai continué un petit peu, j'ai fait les scouts, j'ai été chef, j'ai donc fait pas mal de sous-variantes d'animation et donc le côté scénique. Et puis, un copain m'a dit « Attends, mais il y a un concours de la RTBF qui s'appelle le Bruxelles Podcast Festival qui se fait en 2020. » Et on était en 2019. Et qui a envie de promotionner les podcasts natifs belges. Et je sais là, mais c'est génial le podcast. Je pense que c'est ce qui allie le plus les passions qui m'animent. Le côté conversation deep, psy, intérieur, où les gens connectent, où les gens se disent... Je me sens entendu en fait à travers eux, ça me fait du bien. Et le côté scénique de ok, il y a la caméra, il y a les lumières, il y a un micro, il y a l'art de la scène, quoi, tu vois. Et donc du coup, j'ai cogité pendant des semaines et des mois. J'ai gratté énormément. J'en ai parlé à mon daron, à des copains. Et j'ai écrit une sorte de shit qui avait pas du tout le même nom, qui était pas du tout à peu près sérieux. À l'époque, c'était même un moment bonne ambiance, un truc comme ça. et puis j'ai vite fait créer une sorte de teasing de ce truc. J'ai demandé à mon petit frère de mixer la chose. Tout s'est fait de manière très brute. Soyons fous, quoi. Et puis j'ai participé à ce concours. Évidemment, j'ai échoué parce que j'avais même pas d'épisode. Mais mon entourage m'a dit, mais ton projet, mec, il a l'air incroyable. Il faut que tu l'amènes, faut que tu ailles plus loin. Persévère, franchement, tu tiens quelque chose. Et tellement d'amis m'ont dit ça que je me suis dit, peut-être que je suis pas si fou. Ça mérite de tenter sa chance. Et un copain, un très bon copain à moi, qui avait été staff avec Corentin, donc mon coloc, et son coloc, il a dit mais attends, mais je pense que je connais quelqu'un qui pourrait s'occuper de tout ce qui s'appelle réalisation et tout l'aspect créatif, l'input dont tu as besoin pour un peu mettre en pratique ce que tu as dans ta tête, quoi. Et il a un peu organisé Non, il n'a pas du tout organisé. Une soirée. On s'est rencontrés à une soirée, mais il m'a dit, mais tu vois, ces spots, Corentin, etc. Il a fait ça avec vous. J'étais là, ok. Et puis, de fil en aiguille, on se retrouve à cette soirée. Et la suite, peut-être que tu peux... Et la suite, donc c'était chez moi, hein. Ouais, c'était chez toi. Okay. Et puis la suite, Aubin est juste venu me voir dans la soirée, m'a dit bah voilà, j'ai un projet, j'ai besoin de quelqu'un à la technique de faire derrière. Et moi, c'était pile un moment où j'avais pas grand chose de prévu. C'était pendant l'hiver, je pense, c'est ça. C'est ça, en janvier-février 2020. Qui est le pire moment juste avant juste avant le confinement. Ouais, donc, on est suivi aussi encore des mois à rien à faire. Donc, j'avais vraiment beaucoup de temps pour ça.
Et de toute façon, l'hiver, c'est pour le secteur de l'audiovisuel, et même je pense de l'art en général, c'est la pire période. Il n'y a rien, parce que personne n'a envie de faire des trucs. Donc j'étais très disponible. Et directement, je lui ai dit ah bah parfait, je suis chaud, envoie-moi un mail demain. C'est ça. Et là, vous êtes devenu collaborateur ou c'était quoi la nature de votre collaboration dès le lendemain, c'était le podcast d'Aubin en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, déjà, je voulais fixer, parce que moi, j'avais dans l'ambition de travailler avec quelqu'un que je connais pas forcément bien, comme ça, on crée autour de ce projet, et puis comme j'avais pas de quoi le payer, parce que moi aussi je gagnais rien avec ce truc, et j'étais là en mode bon, et on va apprendre. Parce que le cadeau qu'on peut se faire, c'est pas seulement te faire, mais se faire mutuellement, c'est qu'on va se donner corps et âme à ce truc, et viens, on va tester. Et voilà, et il était très prenant, il se disait mais blindé. On a eu un meeting, et moi j'ai un côté très cartésien, pragmatique. C'est un meeting avec un ordre du jour. C'est mon côté unif, quoi. Tu vois, j'ai besoin de points, et puis on aborde ça, et j'aimais beaucoup le côté de Corentin. Il est hyper créatif, et donc du coup il peut aller. Et alors on va faire ça. Et moi je fais ok, attends, mais de l'ordre du possible et du raisonnable, mais en même temps il tire et il pousse, et ouais, ça fait une belle collaboration, quoi. Donc le podcast c'est arrivé par hasard via ce concours, mais en fait c'était vraiment le médium qui convenait le plus à ce que... Et la beauté du truc, pour te dire, c'est que donc ce concours, on l'a évidemment échoué, mais j'ai demandé au jury un feedback, et ils m'ont dit quelques mois plus tard, fonce, ton idée elle vaut quelque chose, t'as une voix qui s'y prête, et vas-y, tu tiens quelque chose. Et j'ai envoyé un mail à mon producteur de maintenant avec mon projet de l'époque. Il m'a répondu ouais, pas ouf. Pas globalement, mais non, c'était pas vraiment ça. C'est juste qu'il y avait rien de l'ordre du concret, ce qui m'a encore plus fait me dire bon, en fait, tu sais quoi, Corentin, on va leur montrer, tu vois. Mais pas de manière rancunière, c'était en fait les gens ont besoin que tu leur montres sur quoi ils s'engagent, quoi. C'est tellement nouveau, c'est tellement... En 2020, ça existait, il y avait des formats de podcasts qui existaient, mais aucun qui avait été créé à Bruxelles en francophonie. On avait des semblants de podcasts similaires à ce que nous, on fait. En Flandre, il y avait quelques podcasts qui commençaient tout juste à émerger en France. Il y en avait pas mal au Québec, mais... Voilà, c'était très petit, c'était le désert en Belgique. Ouais. Et vous-même, vous étiez consommateur de podcasts à l'époque, ou vous aviez des modèles en tête Moi, pas du tout. En fait, j'ai complètement découvert le format justement avec Aubin, et c'est lui qui m'a montré du coup dans les références qu'on avait besoin pour les logos, pour tout ça. Et c'est là que j'ai commencé à regarder, me renseigner. J'écoutais juste un ou deux podcasts audio, mais du coup pas du tout du même format, vraiment un truc très humoristique. Et non, là maintenant j'ai découvert nombre de podcasts. Et toi, tu consommais ou pas? Moi, j'en consommais vraiment beaucoup. Beaucoup, bon, c'est peut-être un grand mot, parce que après j'ai découvert que d'autres j'en consommaient encore plus que moi, et je pensais que j'en consommais beaucoup, mais j'en consommais pas mal, et c'était essentiellement outre-Atlantique. C'était beaucoup ricain, d'humour. Et puis le côté deep, je l'avais avec des podcasts québécois, quoi. Et donc c'était le Sans Filtre, c'était Wagner, c'était etc. Et donc il y avait aussi Antonin Chay qui faisait Nouvelle École en France. Oui, ça j'écoutais beaucoup aussi. Et c'était c'est celui qui m'a fait me dire oh waouh, il tient quelque chose, c'est quelque chose que je veux faire, quoi. Et donc à force d'en écouter, tu finis par te dire bon, qu'est-ce qu'il y a vraiment de si incroyable que je ne peux pas faire? Et c'est peut-être un peu un côté narcissique et égocentrique, mais tu te dis, ok, mais allez, moi aussi j'ai quelque chose à dire, et j'ai envie de donner la parole à la jeunesse actuelle belge, et vas-y, je fonce, quoi. Mais, donc oui, j'en écoutais pas mal, et c'est comme ça que tu t'inspires, hein. Tu réinventes rien. J'ai pas réinventé la formule d'une interview, c'est simplement, j'y ai ajouté beaucoup de moi, et intégré une équipe aujourd'hui qui est un peu plus grandissante, et c'est ça, quoi. Oui, merci. Et donc vous êtes actuellement produit par We Tell Stories. Yes, big up.
Et donc, comment est-ce que la rencontre un peu s'est faite avec eux et quel est un peu leur rôle par rapport à votre podcast en fait? Vous avez travaillé, excuse-moi, vous avez travaillé seul dans votre chambre tout un temps, c'est ça? On a entendu le développement du... Yes. Alors seul dans la chambre, ça fait vraiment... Bah moi j'étais seul dans ma chambre quand je Ouais, c'est vrai. Et ouais, il y avait un aspect très... on a fait beaucoup solo. Et donc c'est s'associer, bien sûr. Enfin, c'est pas vraiment solo. Hein, donc c'est moi l'idée et l'autre, et ok, j'ai créé ce truc, et puis je mène ces discussions, j'ai mes différentes thématiques que j'aimerais aborder, et le travail de ça, mais c'est beaucoup de meetings avec Corentin pour comment on va faire pour pouvoir mettre en musique cela. Et puis après il y a la lumière, donc ça peut-être il pourra plus en parler que moi, mais donc c'est un chef-op qui est nécessaire. Il y a le côté mix, mastering du son, donc il y a un ingé son qui est nécessaire, et ainsi de suite. Il y a toute une série de collaborations. Moi, je m'étais toujours dit, cette saison 1 du podcast, où il y a un peu moins de 10 épisodes qui va sortir au niveau d'à peu près sérieux, va être notre portfolio aux gens, de dire, ok, voilà ce qui a été fait. Et moi, j'avais comme côté... c'est peut-être mon côté optimiste ou faussement serein, mais je me disais, une fois que la saison 1 va sortir, je suis certain que les gens vont pouvoir se dire, ok, en fait, c'est pas des gens qui rigolent, quoi. Ils l'ont fait avec des petits moyens. Il y a une série d'investissements qui se fait. Tu t'investis dans ton projet, quoi. Heureusement que je t'ai fait à côté. Mon père, gentiment, m'a dit, ok, vas-y, tes premiers salaires, tu les mets dans ça. Et j'habitais chez lui avant d'entrer dans ma coloc. Mais c'est ce qui permet de réaliser ton rêve, quoi. Et ouais, donc du coup... rappelle-moi un petit peu la question que tu m'avais posée au début, Julie. C'était donc par rapport au fait que vous êtes produit maintenant par We Tell Stories. Alors à la fin de la saison 1, je cherchais des gens qui pourraient, une boîte de production qui pourrait produire. Il y en avait quelques-unes, mais pas en fait beaucoup. Il y en avait, je pense, que 2. Et j'avais déjà démarché Joanne à la tête de We Tell Stories, et je lui ai envoyé un mail. Et je lui ai dit, écoute, je pense que cette collaboration pourrait être géniale. Et donne-moi l'occasion de te pitcher la chose. Et il était un peu allez, peut-être que je ne vais jamais vraiment poser la question, mais il était... Donc je devais beaucoup le relancer. Qu'on lui donne un micro. Qu'on lui donne un micro, le brave. Mais je devais beaucoup le relancer. L'homme était super busy, il faut l'avouer. Et je le vois encore plus maintenant. Je comprends pourquoi il pouvait pas dire oui complètement. Mais j'étais convaincu, ou c'est là ma force aussi, c'est pouvoir pitcher et rencontrer quelqu'un et lui dire, attends, ça vaut quelque chose, et viens, on fait partie de cette aventure ensemble, quoi. Et j'ai pu avoir un meeting avec lui. Il était dans sa voiture, le brave, et je pense qu'il revenait de choper sa fille à l'école ou un truc comme ça. Et je lui ai pitché ça. Et il m'a dit, ok, je pense que tu tiens quelque chose. On a eu un autre meeting. Et à ce moment-là, Corentin, en plus, était à l'étranger pendant tout un temps. Et donc, je lui faisais des débriefs, etc. Et donc, c'est comme ça que Joanne, ça lui a parlé. Et qu'il s'est dit, ok, peut-être que je peux vous aider. Et voilà. Et concrètement, c'est quoi leur rôle par rapport à votre podcast? Est-ce qu'ils vous donnent vraiment carte blanche sur les sujets aussi, ou alors est-ce que vraiment ils ont aussi un peu un rôle dans l'univers que peut prendre le podcast, le contenu? Franchement, c'est difficile de répondre et de mettre des mots dans la bouche de son producteur, mais pour comment moi je le perçois, c'est le fait d'avoir quelqu'un qui est très à l'écoute, qui se dit, ok, toi tu as ce rêve, tu as ces ambitions. De manière pratique, c'est pas aussi clair que dans ton esprit. Et c'est assez difficile, c'est assez limite, et c'est pas aussi facile que ça. On va pouvoir cadrer la chose pour pouvoir rendre ton projet possible. Hein. Et ça peut passer par des questions aussi bêtes que avoir un local, un studio d'enregistrement. Ça peut être, au niveau du budget, comment on gère le paiement des gens, d'une équipe, comment on gère l'achat de certains matériels, et ainsi de suite, quoi. D'ailleurs, je rebondis par rapport à ça également. Est-ce que vous avez, dès le départ, fait un espèce de business model un peu pour voir comment est-ce que vous allez réussir un peu à vous y retrouver financièrement? Pour la saison 2 ou la saison 1 J'imagine que c'est peut-être venu plus tard, peut-être pour la saison 2, justement.
En tout cas, pour la saison 1, c'était vraiment des bouts de ficelle et comment dire, il y avait... je sais plus à qui étaient les caméras. Il y avait une caméra à moi. Au niveau des cams, on avait... mais c'était une caméra à moi, une caméra au chef-op, une caméra à un assistant cam. C'est ça. Puis les lumières, c'était des amis à moi qui avaient une ASBL qui s'appelle Belgian Independent Grip. Je fais de la pub. Qui loue des lumières Belgian Independent Grip. Donc c'est BIG. Et qui font des lumières justement pour des petits projets pas chers. Donc c'est un peu des lumières qui sont pas en fin de vie, mais bientôt, que des gros tournages n'utilisent pas et qui récupèrent à gauche à droite en fonction de leur contact. Et donc on a eu des lumières vraiment pas chères et on a pu faire 2-3 trucs avec. Ouais. Et puis tout le matos son aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un investissement. Tu t'investis dans ton projet. Donc j'ai acheté les micros, on a fait une sorte d'étude de marché. Et moi j'adore faire ça et je regardais. Et je me souviens de pas mal de meetings, j'étais là. Alors j'ai vu ça comme micro qui pourrait être pas mal, qui pourrait donner à l'écran. J'ai vu ça au niveau des enregistreurs. J'appelais pas mal de gens qui s'y connaissaient et à qui je posais la question, à pas mal d'ingé son, quel type de rendu ça va donner. Et puis t'investigues. Et ce qui est passionnant avec ce genre de projet, c'est que le temps que tu mets dans ce genre de recherche, tu le vis pas comme un travail, quoi. Tu peux passer des heures sur YouTube à checker des petits détails sur la construction mécanique d'un Shure SM7B parce que ça te passionne et tu dis mais je veux que le rendu sonore soit impeccable. Et c'est exactement la même chose au niveau des cams, au niveau de Corentin. Et puis c'est beaucoup de tests aussi, hein. On testait, on mettait des lights d'une certaine manière, on se rendait compte que le rendu n'était pas ce qu'on voulait et puis on fait à base de rien. Et puis pour le budget plan de la saison 2, on a eu la chance à la fin de la saison 1 de rencontrer une collaboratrice de talent du côté de Proximus qui a cru en notre projet, qui s'appelle Manon Feigna. Big up à elle. Elle est hyper timide, elle a détesté que j'ai placé son blaze, mais on lui donne un micro, elle aussi. On lui donne aussi un micro qui est aussi dans la salle, mais qui a eu cru en notre projet, quoi, à qui j'ai aussi démarché un peu de la même manière qu'avec Johan, et j'ai dit ok, voilà, nous on a ça. J'avais un bon copain qui était déjà un peu sponsorisé par Proximus, qui s'appelle Charles Masset, qui est un créateur de contenu et qui faisait aussi quelques projets avec eux. Et moi, je m'étais dit, bon, qui ne tente rien n'a rien, on va démarcher, on va voir un peu. Et la sauce a pris, ils nous ont dit, mec, on pourrait faire une commande d'épisodes. Et c'est l'essentiel de notre budget pour l'année, la saison 2, quoi. D'accord. Donc, fin de la saison 1, tout d'un coup, Proximus, We Tell Stories monte dans le bateau. C'est ça, c'est un peu ce dont j'étais convaincu, hein. Tu appliques dans un projet rigueur et discipline et tu sais montrer aux gens que tu sais le faire et que tu es capable de le faire. Après, c'est simplement de les séduire un peu, de leur dire allez, c'est possible, quoi. Venez, on fait partie de cette barque et on le fait ensemble, quoi, parce qu'on peut tous apporter quelque chose. Et juste, je suis curieuse, comment on pitch à un producteur de podcast? C'est la même chose que quand on pitch son film. D'abord, on envoie son dossier par mail, c'est ça? Et puis, justement, mon équipe a tendance à me dire que je fais ça de manière... je sais pas si je fais ça bien, mais j'ai tendance à aller droit au but aussi, en fait. Okay. Je pense qu'il faut juste aller droit au but. D'ailleurs, je le dis dans mes premiers mots, c'est je vais aller droit au but. J'adorerais ceci. Et je mets des caractères grands en majuscule. J'adorerais, je le souligne, pour montrer l'implication que j'ai dans ce projet. Et puis, je dis en quoi ça me toucherait de participer de collaborer avec eux. Parce que c'est une série d'investigations. Que ça soit We Tell Stories ou que ça soit Proximus, j'ai vu leur contenu qui produisait et j'ai vu We Tell Stories et j'ai fait waouh, je pense que nous on pourrait apporter ça de différent et en même temps ça colle tellement bien avec votre ligne éditoriale. Et c'est ça qui fait la force. Je pense que c'est en étant authentique, en fait, en étant sincère, honnête. C'est la même manière que je fais pour démarcher les invités pour le podcast. On n'a pas des vues à n'en plus finir non plus. On n'est pas grand monde. Donc, du coup, ce qui pallie au fait que tu n'es pas super sexy parce que tu as un CV de fou, c'est le côté sincère. C'est le côté... tu ne donnes pas grand-chose à des jeunes créateurs, mais ça peut t'apporter énormément, quoi. Mais aujourd'hui, donc vous avez ces ressources-là, et est-ce que le podcast, en termes en tout cas peut-être de temps, est-ce que c'est rentable pour vous alors
à l'heure actuelle? Absolument pas. Franchement, pour être honnête avec vous, être rentable, c'est un modèle tellement nouveau, tellement récent. C'est déjà une aberration qu'on puisse être un peu payé cette saison-ci. On ne sait même pas si on le sera. Enfin, je pense bien, je suis confiant, mais oui, c'est tout nouveau, c'est encore trop récent. Il faut, je pense, même habituer. Moi, je suis convaincu qu'il y a de l'ordre de l'habituation d'un public en Belgique à ce format d'émission. C'est encore très récent. Moi, je pense que ça prendra peut-être 3 ans même pour que les gens écoutent le podcast, le regardent comme ils le regardent outre-Atlantique, quoi. Comme ils consomment déjà un peu plus en France. Et puis nous, on est une niche très précise. On est en Belgique. Et en plus, pas la Belgique grande, mais on est la partie francophone de Belgique. Donc franchement, il faut y aller pour toucher un max de monde. Donc si tu cherches rentabilité, franchement, ça risque d'être un peu chaud. Enfin, je veux pas décourager les gens, mais tu le fais alors du coup pour l'envie et la passion que tu peux avoir pour cette chose-là. Corentin, non, je suis très d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Je pense après, avec à peu près sérieux, on a choisi un format qui effectivement se base plus peut-être sur la façon dont il va toucher les gens que le nombre de personnes qui va toucher. Donc je pense que ça va grandir une communauté qui va être, je pense, très engagée émotionnellement avec le podcast. Mais si on prend juste un point de vue de chiffres, Internet, même avec toutes les nouvelles plateformes comme TikTok qui font que ça... On est dans le moins en moins, dans le plus en plus court niveau du contenu. D'un point de vue comme ça, c'est vrai qu'il n'y aura jamais des chiffres qui rivaliseront avec un réel sur Instagram, par exemple. Donc c'est vrai que le modèle économique, il n'est pas là. Je pense qu'il va être dans la façon dont à quel point ça va toucher les gens, parce que mieux vaut 100 personnes très engagées et qui sont prêts à peut-être venir payer une place pour venir te voir en spectacle, j'en sais rien, ou en live, que 5000 personnes qui ont juste vu passer, qui n'ont même pas regardé l'épisode en entier. En tout cas, c'est pas ça qu'on vise. J'aimerais ajouter aussi que la manière dont j'avais construit aussi les 2 formats de l'émission, c'est parce qu'on parle là, on s'est centré à fond sur à peu près sérieux, mais à ceux qui osent, et c'est les interviews en individuel, en 1v1, et qui est uniquement audio. Et en termes de contenu, de deepness, de profondeur par rapport à l'émission, je pense que les Asekios peuvent nourrir davantage les auditeurs. Mais j'étais convaincu que si tu veux justement trouver financement rapidement, tu dois donner du visuel aux gens. C'est là où se situe la thune. C'est d'ailleurs peut-être là où se limitent un peu les libertés, mais c'est là où tu peux chercher un peu plus de moyens. Donc j'ai vraiment, d'où l'intérêt de cette collaboration avec Coco, c'était que, ok, on est un podcast, c'est essentiellement audio, mais on va changer aussi les codes et vas-y, viens, on va pousser à ce que ça soit aussi visuel, quoi. Parce que à terme, j'étais convaincu que c'est ça qui allait rapporter, et ça l'a bien montré, quoi. À vous deux, comment vous définiriez à peu près sérieux à ceux qui osent? Quel est l'angle que vous avez voulu donner et le contenu comment vous nourrissez votre public, quoi. Voilà. Yes. À peu près sérieux, c'est un podcast mi-deep, mi-hilar, présenté par un psy et qui accueille une série d'invités qui soient comédiens, auteurs, réalisateurs, entrepreneurs, jeunes, belges, bruxellois parfois, et qui permet à la jeunesse de s'exprimer autour d'une table de micro. Et c'est... je pense qu'en quelques mots, ce serait ça. Qu'est-ce que tu ajouterais, Coco ? Non, très bien. Je pense qu'il y a le côté peut-être informel qui peut-être est plus en avant de ce qui peut être connu en mode classique, un peu genre radio, télé, parce qu'au final, à peu de choses près, mis à part ce côté informel, ça diffère pas tant que ça d'une émission comme les grosses têtes ou la télé, genre les enfants de la télé. Bon, c'est pas du tout la même chose, hein, mais c'est ce type de contenu, mais il y a vraiment ce côté de... Il n'y a pas...
comment dire, c'est pas des gens qui sont là dans le but d'une promo, c'est pas des stars, c'est vraiment parler vraiment très authentique et il n'y a pas de stress. Dans la pièce, on est peut-être 2 en plus de l'équipe technique, tout est très sombre, c'est un petit cocon et tout le monde se livre et parle. Et vu qu'il n'y a pas de public, il n'y a rien, donc c'est très intimiste et informel. C'est ça, c'est vraiment ça, c'est très intimiste. Hein. Moi, j'avais le rêve de permettre aux gens qui nous regardaient de se sentir comme dans leur salon, quoi. D'ailleurs, je dis, mais on commence avec un petit thé et tout. Et c'est vraiment tout chill, tout posé. Prenez un petit thé, un petit plaid et mettez cet écran et partagez un moment avec nous, quoi. Et on y aborde toute une série de thématiques qui sont parfois drôles, parfois complètement deep, quoi. Encore plus sur cette saison 2, mais voilà, il y a un épisode de la saison 1 où on parle de nos blessures, de nos parents, de l'histoire de notre vie, et puis des épisodes de l'amour avec un grand A, et puis des épisodes où on parle, qui sont clairement plus légers, on parle humour, comédie, etc. quoi. Et d'où ils viennent les choix de chaque épisode, justement? Comment vous choisissez On avait fait, du coup, dans la prépa des émissions, j'avais dit une série de thématiques qui seraient intéressantes d'investiguer. Et puis, donc, du coup, tu construis en fonction de ça. Tu construis un angle à travers un épisode. Durant toute la saison 1, je faisais énormément appel à mon daron pour certaines thématiques. Je savais, ok, je vais parler des amours. Qu'est-ce qui serait important de dénicher chez les gens, comment faire pour permettre aux invités c'est un exercice délicat, hein, si on mettait chacun d'entre vous là autour d'une table, des micros, des caméras, pour révéler un peu les dessous de votre histoire personnelle et relationnelle, c'est compliqué. Déjà même sans caméra, c'est compliqué, mais c'est un exercice délicat et donc du coup j'investigue, je cherche un peu comment puiser, comment user de techniques dites un peu plus psy, tu vois, donc un peu plus de reformulation, et donc se donner énormément de temps, donner un setup qui est cocoon, avec des bougies, avec un petit thé, tu vois. Et vous préparez avec vos interlocuteurs à l'avance, ou vous y allez à l'impro, quoi? Au niveau de l'épisode, de chaque épisode, yes. Alors, c'est préparé, avec le temps, je me suis beaucoup plus axé sur la pré-prod. Ouais. Donc vraiment l'investigation des thématiques, et Manon m'aide énormément pour ça. Et Corentin encore plus sur la post-prod, et puis le moment de la réalisation carrément. Mais donc du coup, pour répondre à ta question, c'est d'abord la thématique. Si je devais faire un listing de choses à faire, c'est d'abord la thématique, qu'est-ce que je veux investiguer, qui pourrait venir, et quels sont les angles en fait que j'aimerais aborder dans l'émission, quoi. Et puis après, il y a des jeux, il y a des moments qui sont censés apporter légèreté quand même quand c'est trop profond, et puis c'est énormément de l'ordre du ressenti, hein. Et ça, c'est mon travail de psy qui sans doute m'aide un peu pour ça, mais où je sens que quand ça vire trop vers le trop sérieux, c'est à peu près sérieux. Quand je sens que ça vire trop vers le sérieux, j'essaie de détendre l'atmosphère. Et je pense que ça se ressent en fonction de certains épisodes, mais où un épisode qui a été un peu plus lourd, il y a un Aubin beaucoup plus jovial qui vient contrebalancer, et des épisodes très légers, et j'y apporte beaucoup de profondeur. Je me dis, ok, non, à travers ces blagues, qu'est-ce que vous voulez dire en fait, les gars, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc une sorte de bonne balance, quoi. D'équilibre. Et donc il y a un podcast visuel, un podcast sonore. Au niveau du contenu, entre l'un et l'autre, à ceux qui osent, le sonore, c'est essentiellement des histoires, c'est ça, d'entrepreneurs, et à peu près sérieux, le visuel, où là les gens se livrent. Moi j'ai toujours pensé que à ceux qui osent était le grand frère. C'est à ceux qui osent, c'était les gens qui ont des réponses à des questions, hein, et qui ont des choses à dire au monde, et qui ont une série de réponses. Et donc, quand je vais les interviewer, les questionner sur leur parcours de vie atypique, c'est pour chercher des réponses. Et c'est des entrepreneurs, des comédiens, des auteurs, des réalisateurs, mais pas que. Et ils ont des choses à dire. Après, avec le temps, à force d'avoir interviewé, je me suis rendu compte combien eux aussi n'ont pas vraiment les réponses. Et ils les cherchent constamment. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais et à peu près sérieux, c'était les jeunes qui ont toutes ces questions et qui se les posent ensemble. En fait, c'est simplement ça.
et donc ils se les posent à travers le rire et leurs échecs, leurs doutes, leurs peurs et ainsi de suite, quoi. C'est quelque part des jumeaux un peu frères et sœurs. Et ils cherchent la même chose, c'est une sorte de quête de sens par rapport à la vie. Et à ceux qui osent a un peu plus de réponses que à peu près sérieux. Et puis à ceux qui osent, en fait, a plus de temps aussi. Hein. C'est juste, tu es en individuel avec quelqu'un, tu investigues le parcours des gens, tu as plus de temps et plus de... Voilà, alors qu'à peu près sérieux, on est en groupe, donc ça chahute un peu plus. C'est plus... Voilà, oui, en fait, c'est un peu deux formes de... Alors, je veux dire réconfort. Il y en a qui sont arrivés, donc je peux le faire, et il y en a qui essayent de le faire, donc ça veut dire que je suis pas tout seul et on peut y arriver ensemble, quoi. C'est ça un peu les... Mais ça reste un truc un peu de psy, quoi, d'aide. Ouais. Et c'est votre épisode préféré, justement, je me demandais à chacun. Pfiou voilà. Vas-y, toi, Coco. Moi, c'est le premier de la saison 1. Pour juste une partie, c'est l'extrait qu'on a mis sur Instagram. Et donc il y avait François qui était invité avec moi dans la saison 1. Et puis François, il raconte une histoire où il est rentré de soirée et il a voulu se faire cuire une pizza. Enfin, il faut regarder l'extrait. C'est pas grand-chose, mais déjà, symboliquement, cet épisode, il veut dire beaucoup parce que c'est l'achievement d'y être arrivé, d'avoir sorti un truc. Et même maintenant, quand je vois cet extrait, je suis pété de rire, quoi. Genre, c'est hyper drôle et moi, symboliquement, ça reste, je pense, mon épisode préféré. Ok. Tout le monde sur Instagram. Ouais, c'est ça, tout le monde pourra voir. Ou alors regardez l'épisode en entier, hein, vous découvrirez à un moment ce passage. C'est vraiment dur de répondre à ces questions. C'est demander à son bébé à ses enfants lequel tu préfères le plus. C'est dur. Il y en a plein que j'aime de par leur aspect, chacun, tu vois. J'ai beaucoup aimé la réalisation de What's Love, qui est l'épisode genre 5. Je trouvais qu'il avait été filmé et cadré de manière, je pense, celui que j'ai trouvé le plus beau. En termes de contenu, à peu près sérieux, ils ont tous vraiment une belle personnalité au niveau de la saison 1. Celui sur les parents et nos blessures, c'est, je pense, celui qui m'a le plus parlé, parce que les gens, les invités ont révélé des choses, et c'est le plus long, curieusement, mais les invités ont révélé des choses très intimes et ils n'ont pas eu peur. Après, il n'y a personne qui m'a dit, après l'émission... en fait, tu pourrais couper ça, en fait, ça te sousse un petit peu. Et non, et pourtant, ils ont dit des choses, quoi, par rapport à leurs parents, à qui ils étaient, à leurs doutes, leurs échecs, et ainsi de suite, quoi. Donc, ouais, je pense que c'est celui auquel j'ai beaucoup d'attache émotionnelle. Ouais. Oui, c'est touchant que ton papa... je l'ai taclé durant l'épisode, et pourtant... Mais non, mais je l'ai big upé après pas mal d'épisodes, non, donc ça va. Oui. Du coup, peut-être juste un peu parler de la diffusion du podcast, que ce soit du podcast sonore et du podcast visuel, et aussi de la promotion. Peut-être par rapport à la diffusion, sur quelle plateforme vous diffusez le podcast, et est-ce que vous avez dû choisir un peu... Est-ce que vous avez fait un choix dans les plateformes au niveau de diffusion à peu près sérieux et à ceux qui osent sont disponibles en audio partout, sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify, Apple Podcast et ainsi de suite. C'était le rendre le plus disponible aux gens. Et puis en plus de ça, il est sur YouTube, quoi. Même les versions audio, donc juste les ceux qui osent sont disponibles sur YouTube. Donc voilà. Ouais. Tout est disponible partout. Ok, parfait. Aussi simple pratique. Que ça. Et comment est-ce que vous arrivez à toucher le public que vous voulez atteindre? Parce que voilà, vous le mettez en ligne, les podcasts, mais est-ce que vous faites un peu de promotion à côté pour essayer qu'un certain public écoute le podcast? Oui, en fait, on passe essentiellement, je pense, par Instagram. C'est le vecteur qui peut amener le côté, les gens à adhérer, à s'abonner et à découvrir quand il y a des nouveaux épisodes qui vont sortir. Et je pense que c'est sans doute l'aspect qu'on va le plus... Nous-mêmes, on n'est pas en aboutissement. Hein. C'est toujours un travail continuel et qu'on travaille un max. Et le fait d'avoir un peu plus grossi l'équipe avec Johan, avec Manon, c'est des énormes inputs
en termes de communication, on cherche, on brainstorm énormément à travers des réunions de comment on peut toucher un maximum les gens, quoi. Mais c'est encore en travail, mais essentiellement par Instagram, je dirais. Okay. Et mais j'imagine que sur Instagram, il y a aussi un retour un peu du public par rapport à vos épisodes, tout ça. Est-ce que vous regardez un peu ce que les gens disent? Est-ce que par rapport à ça, est-ce que ça vous arrive de dire ah oui, ok, retenir un peu les idées du public et de communiquer avec eux directement? Yes, on a fait. Je vais peut-être le laisser. Je me vois. Non, vas-y. J'ai l'impression qu'on a fait. On a quelque peu interagi avec le public dans le choix des invités. Tiens, qu'est-ce que vous pourriez voir dans les posts, dans les commentaires. Il y a pas mal de gens qui ont répondu aux épisodes en story lorsqu'on publiait. J'ai beaucoup aimé. Mais je pense que le plus de réactions que j'ai eues, c'est en visuel, quoi. Genre à une soirée à Flagey, quelqu'un qui m'attrape, qui se fait « Ouah, Aubin, j'ai vu ton podcast à peu près sérieux » et qui me disent « Ah ben, je l'écoute en étudiant ». Et tu peux pas te dire que les vues qui sont sur cette vidéo sont des gens réels, quoi. Hein, tu vois, je sais pas, 1000 vues, 500, 3000 vues, et que c'est une personne qui a cliqué dessus et qui regarde, quoi, tu vois. Et pourtant, ben, ça l'est, quoi. Et ils viennent et ils disent j'ai écouté comme ça, c'est super, c'est top, ou pas. Pour l'instant, on n'a pas eu de ou pas, mais ouais, c'est ça. Je pense que ça ne peut que grossir davantage. Non, principalement, tous les retours qu'on a, même moi, mes amis, tout le monde, toujours hyper positif. Donc ça encourage. En fait, ce qui est ouf, c'est que les gens se disent, mais en fait, vous l'avez fait. C'était pas qu'à l'état d'idée. Le plus gros commentaire que j'ai des gens, c'est ça. C'est waouh, vous l'avez fait, quoi. C'était pas uniquement on va faire ce truc. Je pense qu'à l'état de conception, il y a plein de rêveurs. Il y a peu de gens qui arrivent à mettre en pratique leurs rêves, quoi. Et c'est ça les limites la limite qu'on a dépassée. Après, c'est à chaque fois grossir et continuer, mais persévérer un peu, tu vois. Je pense que maintenant, mais je voulais savoir aussi, c'est qui votre public? Des jeunes, des vieux, des gens que vous connaissez, une communauté qui a grossi Le public, c'est essentiellement, on y avait travaillé un petit peu en amont dans une sorte d'un dossier j'allais dire dossier de presse, mais c'est pas dossier de presse, c'est explicatif du podcast. Moi, je cherchais à toucher essentiellement les jeunes, tu vois, entre 20 et 30 ans. Après, ça peut être un peu plus gros, quoi. On peut toucher un peu plus jeune, autour de 18, 17, et puis 30, 35. Mais l'essentiel des gens qui sont touchés, c'est entre 20 et 30. Et l'essentiel des gens qui sont touchés, c'est autour de Bruxelles ou dans Bruxelles. C'est ce qui est visible. Ouais. Mais ça, c'est pas quelque chose que c'est pas via Instagram, vous ciblez pas spécialement ce public-là. C'est juste que c'est ces gens-là qui sont. Après, je pense que la façon dont c'est présenté, ce que ça traite, et donc ce que je disais tantôt un peu avec, c'est peut-être pas le bon mot, mais le réconfort, je trouve que ça matche bien à toucher les gens milieu vingtaine qui se posent beaucoup de questions justement sur entre études, t'as passé 5, 6, 7 ans à connaître la même chose, où tout soit très facile, et d'un coup il y a le monde du travail, il y a les choix, il y a le mariage, les enfants, tout ce genre de questions qui peut très vite perdre les gens, et donc je pense que c'est ce public-là qui a le plus accroché parce que ça leur parlait. Oui, c'est ça, c'est lié aux thématiques. Oui, ça, je pense principalement. Et vous êtes arrivé au bon moment là avec le Covid et tout en plus. Oui. C'était quelque part un peu Le Covid, c'est nous. Voilà. nous a mis bien, même dans la création du projet, hein, le fait de pouvoir donner autant de temps, c'est bête, mais quand tu télétravailles, tu peux, t'as un peu plus de temps pour tes projets perso si tu as envie, en fait. Hein, tu peux foncer à fond, et puis après, et en même temps et en parallèle. Et donc, ça a été une aubaine pour le projet. C'est ça, pour le projet, à l'échelle du monde, peut-être pas, mais pour le projet d'à peu près sérieux, sans doute, ouais. Et pour le réconfort que vous vouliez apporter, j'imagine. Voilà. Et là, vous parlez d'une équipe carrément, donc vous n'êtes pas que deux. Donc, c'est qui votre équipe à peu près sérieux et à ceux qui osent? Alors... donc du coup, quasi cité tout le monde. Hein. Oui, je pense qu'on a cité. Donc Corentin à la réalisation, il y a Diego au mix et au son,
donc Diego Wunsch qui est notre ingé son. Ensuite, il y a toute l'équipe qui sponsor et qui fait un peu managing et ligne édito des épisodes dont j'ai cité avec Proximus Manon. Il y a le producteur Johan, puis il y a une régie. Assistant cam évidemment avec des bons copains, mon frère qui vient souvent aux épisodes, c'est un peu mon ange gardien et voilà, parfois tu as juste besoin de gens dans l'amas de stress que tu peux vivre lors d'un tournage qui te réancrent et te disent ok t'inquiète tout est safe. Et qui s'est chargé pendant la saison 1 de faire la nourriture tous les jours, tout le temps, et qui a amené la nourriture de sa maman qui était très très bon. Et de prendre des places voilà, un peu touche à tout quoi, derrière la cam pour un épisode, lorsqu'il faut quelqu'un, installation du matos, etc. Et donc ça aussi beaucoup au niveau de la régie, mais il y a 2-3 personnes qui sont là, des valeurs sûres. Donc en tout, un peu moins de 10 personnes quand même. Et grâce maintenant à vos sponsors, etc., ça va surtout dans la technique ou dans la rémunération des gens, si c'est pas indiscret comme Alors, question. l'essentiel va d'abord pour la production du podcast, quoi. Donc, c'est donc l'allocation du matériel ou l'achat du matériel et ainsi de suite. Et puis de ce budget-là, ben, tu te permets, t'espères payer les gens, quoi. Ok. Et donc, au niveau technique, je me demandais qu'est-ce qui est requis justement pour faire un bon podcast. Vous utilisez quoi comme matériel? Audio, vidéo ou... Oui, vidéo d'abord. Enfin, oui, l'un et l'autre. Et alors, en vidéo, déjà, je pense que tout... Il n'y a pas vraiment de normes de quoi on peut faire avec tout, même avec un téléphone, c'est bon. Je pense que juste un podcast filmé avec juste une caméra, c'est peut-être un peu compliqué parce que si c'est 50 minutes du même plan, c'est vrai que c'est un peu long et c'est compliqué de dynamiser ça. Donc je pense que 3 caméras, c'est un minimum. Je pense qu'il y a moyen avec 2, mais 3, je pense que c'est le minimum, et minimum, voire maximum aussi, parce que plus, ça serait bizarre, je pense. Et je peux rentrer dans les détails ou Ouais, vas-y. Ok, nous, la saison 1, on filmait avec des boîtiers Sony Alpha. On avait un A7 III, un A7 et un A6500, je crois. Et qu'on les... c'est très bien, ça rend bien, parce que de toute façon, pour le web, tout rend bien. Il n'y a pas de... c'est pas la télé, c'est pas le cinéma. Il n'y a pas de souci. Et... juste les problèmes qu'on avait principalement avec ça, c'était, et ça c'est un truc très important, c'est que la plupart des boîtiers qu'on avait ne pouvaient pas se brancher à une prise secteur, et donc on a travaillé sur des batteries, sauf qu'il n'y a aucune batterie qui, en plein régime qui peut tenir aussi longtemps. Et donc du coup, ça, la saison 2, on est passé sur plus des caméras professionnelles, donc on avait une Sony FS5, une Panasonic Eva et un GH5, et qui peuvent tous être branchés. Et donc du coup, on a la tranquillité d'esprit dès qu'on arrive sur le set le matin, on branche toutes les caméras, on les allume, on a le temps de faire tous nos réglages, discuter, chipoter, en restant allumé et pas se dire merde, il faut couper, il faut économiser la batterie. Et niveau des micros, ça du coup, on a commencé avec SM58. SM58 et maintenant on est avec les SM7B. SM7B. D'accord. Donc c'est Aubin responsable son. Son, et j'ai un peu plus, j'ai un peu plus investigué. Oui, c'est ça, parce que on a eu l'occasion de pouvoir avoir vraiment du bon matériel, donc on s'est permis d'aller vraiment chercher le meilleur truc pour avoir le meilleur son. Mais après, n'importe quel micro fait l'affaire, quoi. Exactement, il le dit très bien. Il faut pas se limiter à se dire il me faut un matériel incroyable pour pouvoir créer ce contenu-là, quoi. Si tu dois à choisir, passe davantage de temps dans le contenu, dans ce que tu dois amener, plutôt que dans la forme que ça va prendre. Assure-toi que l'essence le fond du message que tu veux passer est bien ancré, parce que c'est ça qui va te permettre d'être assez solide sur les moments de ça me fait chier, il faut que j'arrête, ou j'ai envie d'arrêter. Non, tu vas persévérer davantage, quoi. Et même, pardon, je te coupais. Vas-y. Pour rebondir justement là-dessus, même par rapport aussi aux caméras, je sais que la saison 1, on a passé beaucoup de temps, et j'ai passé beaucoup de temps à être très rigide dans ma tête sur juste comment cadrer
Et je me disais, il faut que ça soit, parce que du coup, moi, je viens d'une école de cinéma, donc fatalement, que ce soit la lumière ou le cadre, je voulais faire un truc vraiment comment dire, réfléchi, précis, très cartésien. Et donc, du coup, j'estime personnellement avoir perdu beaucoup de temps à faire ça, au lieu de... Bon, je sais pas au lieu de quoi, mais je sais que sur la saison 2, ça s'est fait très rapidement. C'était, comment dire, c'était l'ambiance lumineuse qui était le plus importante, que ça rendait bien, que le décor était chouette. Et après, les caméras, il y a quelques règles de base. Il ne faut pas mettre, comment dire, une caméra qui est en contre-plongée, l'autre en plongée. Et enfin, ça va pas. Mais du moment que les quelques règles de grammaire de l'image sont respectées, le but, c'est que les gens rentrent bien, les gens soient cool, les gens soient heureux d'être là, que la lumière, elle est chouette, le décor est chouette. Et la technique est pas si important que ça, mis à part une chose. Dès qu'on filme, le truc au début, on filmait, donc chaque caméra avait une carte SD, ça filmait, puis je mettais tout dans mon outil de montage et je synchronisais tout et je passais des heures et des heures et des heures et des heures, mais vraiment des heures. L'épisode 1, je pense que j'ai dû mettre 3 semaines à le monter parce que je faisais cut par cut sur 2 heures de montage. Et en fait, à la saison 2, maintenant, je monte en live avec une régie mobile, donc qui reçoit tous les feeds de toutes les caméras. Donc j'ai tout un écran avec toutes les caméras et en live, je mets caméra 1, caméra 2, caméra 3 et ça va directement ça sort un MP4 avec tous les cuts. Et je pense que ça, c'est 20-30 heures d'économiser juste de monter en live. Mais en même temps, tu peux pas. Ça, tu dois passer par. Pour moi, hein, tu dois passer évidemment par l'étape première de la galère de chaque son, de chaque image, chaque plan à chaque fois, avant de pouvoir avoir le luxe. Parce que, tu vois, j'ai l'impression si tu. Ça aurait pas été possible au début, tu veux dire? Non, si, ça aurait été clairement été possible. Ah oui, parce que, comment dire, des régies de base, ça coûte moins il peut en avoir à moins de 100 €, quoi. Et donc, du coup, c'est par rapport à juste un boîtier ou un objectif ou un micro qui peut coûter 400, 500 pour les micros et des milliers d'euros pour des boîtiers, c'est pas si cher et au final, ça sauve la vie. Et au pire, et ça, c'est aussi un truc que j'ai appris à la fin de la saison 1, il y a moyen de monter sur Premiere, donc de mettre tous ces rushs et de simuler une séquence multicam et de pouvoir monter en live, mais pas en live, quoi. Du coup, je sais pas si c'est clair, parce que c'était un peu... Ok. Voilà. Mais donc, du coup, je veux dire, c'est un truc important au niveau de la technique. Ça, il y a des trucs qu'on réalise pas avant de l'avoir fait, et ça, on l'a appris sur la saison 1, que, en fait, on met des efforts à des endroits, et en fait, c'est pas du tout pertinent ou important, et qu'il y a des trucs qui sont beaucoup plus importants. Mais disons que tu n'avais jamais travaillé en TV avant, justement, à faire du live comme ça. Non, j'avais jamais... Tu as appris au début, peut-être, en J'avais montant, même jamais fait du multicam avant, même des interviews, j'avais jamais fait en plusieurs cams. Toujours une cam, ouais, donc ça m'a beaucoup appris. Ça. Et donc l'exercice peut-être de montage des premiers épisodes t'a permis peut-être de voir maintenant où tu peux comment switcher de... Ah oui, j'ai fait toutes les erreurs possibles, enfin qui ne sont pas des erreurs, c'est juste des pertes de temps, mais tout où il y avait moyen de perdre du temps, je l'ai perdu. Et au fil des épisodes, j'ai commencé à comprendre, et aussi le travail des... comment dire, parce que du coup, dans un truc d'1h30, comme ça, il y a beaucoup de fichiers, il y a comment dire, beaucoup de fichiers texte, de fichiers d'images, des animations, et très vite, si jamais on n'est pas très rigoureux et tout, ça on peut très vite plus s'en sortir, plus comprendre et quoi, et en fait il y a moyen de automatiser facilement tout et de répéter au fil des épisodes et gagner beaucoup de temps là-dessus en tout cas. Oui, donc vous êtes allé à l'arrache, l'apprentissage petit à petit, vous êtes toujours là, donc c'est que la passion y était, quoi. Ouais, c'est ça. Et si vous avez, je sais pas moi, 1 ou 2 conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans un podcast, qui est novice là-dedans, de manière générale, ce serait quoi chacun vos conseils avec votre expérience maintenant que vous lui donneriez? Ça peut être de point de vue technique ou juste simplement tous les points de vue. Moi je dirais ça paraît débile mais c'est déjà le faire et même si c'est nul, même si tu le montres à personne, et c'est ce que Aubin disait au début, qu'il s'est dit je vais le faire, il est monté avec son frère et ils ont fait un truc et pareil on en avait enregistré un dans la même vibe à une réunion, on discutait et puis tout d'un coup il sort des micros, puis il le pose devant moi, puis on continue à parler, puis il appuie sur rec et puis il avait commencé et on a fait une émission, bon c'est comment dire, j'ai jamais réécouté, ça se trouve c'est bien, mais c'est nul, tu vois, mais au moins ça a été fait et tu peux que te rendre compte d'erreurs en le faisant, tu peux pas
t'imaginer. Et donc, mieux vaut prendre un sujet nul et se dire je vais faire un podcast sur comment la recette préférée de ma mère. Et je mets mon téléphone et son téléphone, je les pose sur des livres, je nous place et j'essaye de le faire. Et puis après, dès que tu le montes et que tu as fait tout le processus, tu vas avoir 1000 trucs. Tu vas voir, ah là j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. Et mais non, du coup, je sais que c'est le conseil que tout le monde donne, mais juste faire des choses même si c'est nul. Et il n'y a que comme ça qu'on apprend. Oui, tester, se planter et puis retester. Quoi. Ouais. Moi, je dirais, j'ai appelé le deuxième format de podcast à ceux qui osent. C'est pas pour rien. Je pense que on a vraiment peur d'oser, mais qu'importe le projet, qu'importe même dans les relations, hein, dans nos relations intimes, etc., quand quelque chose nous prend, on a peur d'oser, on a peur de perdre, on a peur d'échouer, on a peur de mourir, en fait. Tu vois. Et donc, du coup, juste passe, t'inquiète pas, tu vas pas mourir, ça va aller, tu vois. Donc, c'est simplement se dire... voilà, j'ai ce rêve et j'ai la folie de penser que c'est possible. Et donc, du coup, je vais m'entourer de personnes, peut-être. Hein, Manon, Corentin, Joanne, et ainsi de suite, une équipe en qui j'ai confiance, en qui je propose des idées, et en qui je dis attends, je ne suis pas complètement fou, est-ce que tu penses que ça parle ? Et puis, tu divises les étapes. Quoi. Ok, voici le haut de la montagne, il est là-bas. Comment je vais faire pour pouvoir y atteindre. Regarde pas trop la montagne, mais concentre-toi sur les 10 prochains pas qui vont te mener à ça. Donc découpe. Hein. Tu as un objectif, découpe-le. Applique rigueur et discipline à ça. Je pense que c'est quelque chose auquel j'insiste beaucoup. Et on peut pas aller loin sans être tenace dans quelque chose. Et tu traverses des moments de doute, des moments de faiblesse. Et il faut persévérer aussi, tu vois. Prendre le temps d'axer et de comprendre quel est son rêve, son message qu'on veut véhiculer. Prendre beaucoup de temps à discuter. Et vraiment, 1 an et demi du début du podcast, avant le premier épisode, c'était s'assurer que, ok, qu'est-ce qui était le message qu'on veut véhiculer. Et puis ensuite, c'est pour pouvoir l'atteindre, quelles sont les petites étapes, quoi, hein, pour oser. Voilà. Et là, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quoi votre vision, votre ambition pour le reste, quoi, la suite ? Ouais. Les ambitions pour à peu près sérieux ? Eh bien, les rêves sont grands. Hein. D'avoir Will Smith et Barack Obama dans l'émission. Peut-être pas Will Smith en ce moment, c'est un peu plus chaud. Ouais. De pouvoir... non, je jase, mais... de pouvoir avoir des invités qui sont cool, qui ont des choses à dire au monde, qui ont des choses à partager, et puis de toucher un maximum de gens. Je pense que j'ai moi, je suis quelqu'un de très réaliste dans mes rêves. Donc c'est difficile pour moi de voir complètement l'impossible, là où Corentin est un peu plus fort que moi. J'ai un côté, je rêve pas à des choses qui sont complètement impossibles, quoi. Et donc c'est, bien sûr, avoir un setup encore plus intéressant, mais davantage dans le partage. Donc si je serais ravi de voir que l'équipe avance, que le projet grandit et que les gens sont touchés par ça. Pour moi, c'est le plus grand cadeau que... Mais de manière très pratique, parce que je me dis, Virginie, tu seras là, mais je pense que notre prochain défi, c'est on a ce rêve durant cette saison 2 de se dire, ok, on veut faire des podcasts en live. Et donc, du coup, ça va arriver très vite. Ces podcasts, c'est à peu près sérieux, avec un public, des invités en live, etc. Donc ça, c'est une belle étape déjà de transition. Mais Corentin est prêt avec son multicam. Hein, ah oui, là, je suis plus que prêt. Ça sera, le live, ce sera aussi une première pour moi, le vrai live où il n'y a pas droit à l'erreur. Mais bon, on aura une bonne saison pour s'exercer. Et maintenant, je pense que ça commence à bien rouler. J'ai hâte. Et donc, et toi, à peu près sérieux, reste dans ton planning pro finalement avec tous tes à côté, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Peut-être à la différence d'Aubin, qui a son travail et à peu près sérieux en second projet, non. Moi, c'est différent. Ça fait
bon, c'est pas vraiment ça, mais d'une façon à peu près sérieuse, et un client parmi d'autres. C'est pas vraiment ça, c'est beaucoup plus. Mais non, du coup, j'ai d'autres projets. Je sais pas si vous voulez que je m'étale là-dessus ou... Oui, tu peux nous expliquer tes projets à côté. Enfin, très vite fait. Oui, non, mais je sais pas si c'est ça la question. Ou, Non, mais je voulais voir ton implication, donc tu restes en continu c'est ça, là-dedans. L'idée, c'est de continuer à pouvoir réaliser le podcast. Voilà, je pense que là, tout doucement, là, on commence à avoir une bonne vitesse de niveau technique, à une bonne vitesse de croisière, on commence à maîtriser, à connaître les codes, et puis on va voir... En tout cas, techniquement, je vois pas encore où ça va mener, en évolution, où qu'on peut aller. Le prochain objectif, c'est le live. Et après, on verra ça se trouve, il y aura une nouvelle technologie qui sera sortie et on fera des hologrammes. C'est bas.